j'allais dire, c'est la deuxième conférence qui a lieu de l'ONDIAS, mais c'est la troisième dans ton programme. Exactement. Il y a une conférence fantôme entre les voilà. deux. Mais deuxième conférence qu'on reprogrammera peut-être à la fin de l'année. Très bien, avec plaisir. Donc, je vais vous parler donc, du Nushu. Je prononcerai mal tout le long, c'est pas grave. Ce soir. Nushu, ça veut dire écriture femme, littéralement. Pardon, j'ai pas compris. Ça veut dire écriture femme, littéralement. Écriture femme. Ouais. Écriture. Ouais. Donc écriture de femmes, écriture des femmes. Mais je reviendrai sur la définition juste avant. Ça n'a pas forcément un lien, mais j'avais envie de le faire, puisque c'est une série de reportages qui est passée sur Arte il n'y a pas longtemps, c'est toujours visible sur le site. Ça s'appelle Exterminer toutes ces brutes et ça revient sur le processus de colonialisation jusqu'à nos jours, qui s'est transformé finalement en mondialisation. Et cette phrase, ça m'a touché et j'ai trouvé qu'il y avait un écho avec ce dont on va parler. Donc tout récit historique est un faisceau particulier de silence. C'est un exercice de pouvoir qui rend certains récits possibles et en réduit d'autres au silence. Dans ces récits fabriqués, tous les silences ne sont pas égaux. Notre travail de cinéaste, d'écrivain, d'historien, de créateur d'images est de déconstruire ces silences. Je trouvais que c'était pertinent en rapport avec le Nushu, mais en rapport avec l'écriture des femmes en général, puisque l'intitulé général des conférences était la marginalisation des voix féminines. Donc marginalisation égale silence les trois quarts du temps, encore plus pour les femmes. Et effectivement, le récit historique, c'était un récit majoritairement masculin, ou en tout cas écrit par des hommes, donc influencé par une vision masculine du monde, de la société. Voilà. Et de fait, ce récit passe sous silence une vision que l'on pourrait qualifier de plus féminine. En tout cas, il ne faut quand même pas négliger que c'est une bonne part de la société ou du monde, les femmes. Et donc pourquoi elles n'auraient pas voix au chapitre du récit historique, du grand récit. Voilà. Donc l'ouvrage à mener finalement tous les jours, c'est d'essayer de sortir du silence, de l'ombre, ces récits-là, pour essayer de les intégrer à ce grand récit, voilà, qui soit vraiment représentatif de l'histoire et pas d'une histoire en particulier. Et c'est pas pour forcer non plus le lien avec l'actualité, j'y ai pensé tout à l'heure. Ce qui se passe en Ukraine, si vous voulez, en fonction de ce qui va se passer, en tout cas, c'est aujourd'hui que l'histoire, elle s'écrit. Et ce qu'on va en faire demain, ce qui sera passé sous silence ou pas demain, ça va fortement influencer la façon dont on s'en souviendra et le discours qu'on va avoir dessus, et qui sera gagnant ou pas, en gros. Donc attention à ce que l'on passe sous silence. Restons vigilants, je pense que c'est notre devoir à tous. Et n'oublions pas que c'est aussi notre devoir, je pense, que de participer à ce récit, à notre échelle. Voilà. Bon, c'était la digression introductive. Ouais, l'actualité. Le parcours, donc, parce que j'ai sous-titré Tisser son émancipation. Donc le parcours d'aujourd'hui, il va nous mener de la texture, du textile, voilà, de ce qu'on porte sur nous, à celle du texte. Et ce qui est intéressant, c'est un parallèle facile à faire, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, c'est que textile et texte, ces deux termes ont la même étymologie. Ça vient du latin textere. Et textere, c'est tisser, entrecroiser, et effectivement, de là, on est arrivé au texte écrit. Et donc, c'est entre autres ce qui m'a donné envie de présenter le Nushu, outre le fait que c'est une langue très peu connue. Autre info pour le parcours, je vous donne les questions qui m'ont animé, parce que ça peut être intéressant peut-être. C'est comment le travail du textile et du texte peuvent se croiser. Donc on verra si j'ai réussi à y répondre ou pas. Et en quoi se tisser une langue propre,
Hein, j'ai joué sur les mots. En quoi donc se tisser une langue propre peut bouleverser une hiérarchie des valeurs, okay, une hiérarchie homme-femme. Et est-ce que se créer une langue, se forger une langue, ça peut permettre de se défaire de la domination, ici, là, c'est la domination masculine, évidemment, ou est-ce que c'est un moyen d'y survivre, voilà, de supporter. Donc, je l'avais fait. Fabuleux. Les définitions. Donc, d'abord, ce que nous appelons le chinois communément, ça s'appelle en chinois le Nanshu. Et littéralement, le Nanshu, ça veut dire écriture des hommes. Donc l'écriture officielle, la langue officielle, elle est placée dans le giron masculin, déjà d'entrée. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique toute une culture où le masculin l'emporte. Puisque si la langue nationale s'appelle langue des hommes, c'est quand même très... Enfin, symboliquement, c'est porteur de quelque chose. En plus de ça, l'écriture en sinogramme, celle qu'on voit là, elle était à l'origine réservée aux hommes. Donc il y a quand même un lien entre le nom et les usagers, si vous voulez. Les femmes n'avaient pas le droit de la pratiquer. Et puis de toute manière, elles ne l'apprenaient pas, donc elles ne pouvaient pas la pratiquer. Et en plus de ça, toute autre langue, parce que vous savez peut-être ou peut-être pas que la Chine, elle est multiethnique. Avec les Ouïghours, on sait ce que ça veut dire, le multiethnicisme en Chine. Donc toute autre langue était interdite par l'empereur, quand c'était encore le fameux empire du Milieu, même si elles étaient pratiquées. Donc ça fait aussi écho à la langue dont on va parler. C'était une langue interdite, le nushu. C'est aussi ça. Donc le nushu, écriture femme, en claire opposition au nanshu, donc l'écriture des hommes. Écriture femme, écriture des femmes, hein, donc des femmes en particulier du Jiangzhong, alors je me présume de rien dans ma prononciation, dans la région du Hunan, donc le Hunan c'est sud-ouest de la Chine. Pour le détail, bon voilà, je vous ai mis normalement tous les détails là, non pas du tout, donc je vais les dire. Elle est composée de 700 graphèmes, et ces graphèmes, ils sont dérivés du chinois traditionnel. Donc il y a quand même une inspiration, une base, une source du chinois traditionnel. Mais il y en a aussi certains qui sont totalement inventés. Okay. Après, dans les détails, c'est une écriture syllabaire, donc, par syllabe, et ça transcrit un dialecte, donc un parler, okay, avant d'être un écrit, que je ne vais pas prononcer, parce que c'est Shaozu Tuwa, donc je ne suis pas du tout sûr. Et c'est un dialecte en tout cas qui est parlé dans certaines provinces uniquement, hein, donc le Hunan, le Guangxi et le Guangdong. Donc c'est quand même lié circonscrit à des régions. Il ne faut pas croire que toutes les femmes en Chine parlaient le nushu, même s'il y a eu une diffusion assez large. On y reviendra. Autre point, donc cette écriture, elle n'est pas secrète. Elle n'est pas secrète, elle est privée, ce qui est un peu différent. Elle est privée parce qu'elle est exclusivement réservée aux femmes. Les hommes ne la parlent pas, ne la comprennent pas. Et pour le dire assez trivialement, ils s'en foutent parce que c'est quelque chose de... Voilà, c'est une langue de bonne femme, donc ça n'a aucun intérêt, c'est secondaire. Voilà. C'est féminin, donc secondaire. Voilà, que je le dis une fois, comme ça je n'aurai pas à le répéter, mais il faut partir de ce principe-là. Il y avait quelques exceptions, les cérémonies, les rituels, les fêtes, les mariages. En fait, des moments où les femmes ont une place, finalement, mais hors de ça, et une place et une utilité, forcément.
Mais hors de ça, si vous voulez, il n'y a aucune considération, comme je le disais. Donc signe de mépris ou pas, à vous de trancher, mais enfin ça me paraît assez clair. En tout cas, c'est une écriture et une langue qui s'inscrivent totalement dans ce que j'essaie de creuser, c'est l'étude de la marge et de la marginalité. Les supports de cette écriture et de cette langue. Donc, les mouchoirs, les éventails, les vêtements, et tout ce qui tourne autour de l'artisanat de l'aiguille. Okay. Donc cet artisanat de l'aiguille, il est fondamental pour appréhender cette langue parce qu'elle est souvent pratiquée, donc parlée, quand les femmes sont entre elles, donc quand les femmes tissent, okay, ou font des travaux d'aiguille. Et ces travaux d'aiguille étaient faits dans une pièce particulière, donc le Nugong. C'était le lieu privilégié aussi de l'échange entre femmes. À chaque fois je précise écriture et langue parce qu'il y a une importance capitale de la voix. C'est d'abord du parler, du dialecte, si vous voulez, que l'écriture a jailli, okay, et pas l'inverse. Les femmes, elles transmettent le nushu par les chants d'abord. Et une fois que les jeunes filles ont entendu ces chants, elles les recopient, elles les apprennent, et c'est une manière d'apprendre la langue. Donc une fois transmis à l'oral par les aînés, les jeunes filles se réapproprient cette langue, puis finalement composent leurs propres chants. Donc j'ai pu récolter pas mal d'images, donc c'est pas mal, ça donne un peu de matérialité à ça. Donc vous voyez, ce sont ces graphèmes-là, qui sont des mots en fait. Et ça peut s'apparenter vraiment à de la broderie, et si on ne sait pas que ce sont des mots ou un langage, on ne voit rien. J'ai ponctué un peu quelques diaporamas avec des poèmes en nushu. Donc là, dans mon grenier, écrite en nushu, une histoire se déploie en éventail. Souvent, ce sont des choses courts, saillants, mais en rapport vraiment avec le quotidien. Donc le nushu, pour faire un petit historique, il connaît une période faste vers la fin du règne de la dynastie des Qing. Donc je vous ai mis le règne au complet, qui est très long. Et il se déploie, donc, comme je vous l'avais dit, surtout dans la région où il est né. Et on estime que là, oui, effectivement, il y avait beaucoup de femmes qui parlaient, 70% des femmes, donc c'est quand même quelque chose d'important. Puis après, il y a eu les réformes impériales, l'ouverture à l'Occident qui a mené à réformer tout le système impérial et entre autres le système éducatif. Donc les femmes ont pu enfin accéder à l'éducation, ce qui a fait qu'elles ont eu accès à l'écriture chinoise proprement dite. Donc la popularité du nushu a marqué le pas. Et là où elle a vraiment décliné, cette langue, c'est après 1949, parce que le régime maoïste considère que c'est une écriture de sorcière. Puis il la range au rang des vieilleries, vous savez, pendant la révolution culturelle. Donc ça a été brûlé. Les femmes ont été pas brûlées avec, mais enfin presque. Donc ça a manqué de disparaître. Heureusement, la mémoire des cendres est plus forte que la répression. Donc dans les années 80, il y a des linguistes, des ethnologues, chinois et étrangers aussi, qui ont mené un travail presque de redécouverte, mais surtout de sauvegarde. En 1985, pour être précis, les académiciens chinois la reconnaissent comme un système d'écriture différent du chinois. Donc vous voyez,
Ça faisait longtemps que ça existait quand même, et c'est à la fin du XXe siècle que c'est reconnu comme quelque chose qui existe. Voilà. Euh, et puis après, toute une série d'initiatives pour sauvegarder cette langue. Donc, Jiangjiang, il y a un musée de l'environnement et de la culture du Nushu qui est créé en 2005. Après, il y a un atelier qui permet de pratiquer et de conserver l'artisanat du Nushu, donc l'artisanat de l'aiguille, des expositions, des concerts publics. On peut l'apprendre aussi, c'est enseigné. Bon, évidemment, c'est pas pour être cynique, mais il y a un intérêt économique, un intérêt touristique derrière. Mais au moins, on peut se réjouir du fait que ça a permis à la langue de ne pas disparaître. Euh, Après, il faut réfléchir à de nouvelles formes de transmission aussi de cette langue et redonner aux jeunes, et plus particulièrement aux jeunes filles, aussi aux jeunes hommes, pourquoi pas, le goût d'apprendre cette langue. Et redonner un sens à cette langue aussi. Voilà. Et c'est d'autant plus difficile que c'est une langue qui n'est pas transmise dans un cadre institutionnel à l'origine. Donc l'enseigner dans une classe, est-ce que ça a vraiment du sens? Il y a aussi voilà, tous ces questionnements qui se posent. Enfin, toutes ces questions plutôt qui se posent. Oui, petit point ironie du sort, c'est que le Nushu, c'est une écriture syllabique. Et l'écriture syllabique, en général, c'est facile à apprendre. Enfin, c'est une écriture plus aisée à apprendre que l'écriture chinoise traditionnelle qui n'est pas syllabique. Et donc si elle avait été, comment dire, plus largement diffusée, sans dire remplacer la langue officielle, mais si au moins le chinois officiel s'en était inspiré, peut-être, sûrement, que ça aurait aidé à la diffusion de la langue chinoise. Parce que bon, en français, on ne dit pas c'est du chinois pour rien, c'est qu'il y a quand même ce préjugé que c'est compliqué à apprendre, et voilà. Et c'est vrai que dans la prononciation, il y a tellement de finesse que, voilà, peut-être que si les hommes avaient s'étaient un peu inspirés de cette écriture-là, elles auraient favorisé la langue, mais bon, c'était une remarque en passant. Donc, première partie pour entrer dans le vif du sujet. Là, je mets une citation du travail de Martine Saussure-Young. Je vous mettrai, il y a les sources à la fin. Elle a fait un mémoire sur le Nushu qui est passionnant et qui m'a bien aidé d'ailleurs, même si je ne l'ai pas découvert grâce à elle, cette langue. Mais elle en parle très bien, mieux que moi. Donc, je la laisse parler. Le Nushu a eu un usage doublement partiel, sociographie délimitée à un corps social féminin, donc parlé uniquement par les femmes, et écriture d'un genre littéraire poétique. Effectivement, ce ne sont pas des romans qui sont écrits, ce sont vraiment des courts fragments de type haïku, même si ça n'a rien à voir, mais bon, pour donner un exemple. Elle était l'écriture de deux genres dominés, une écriture de femme, une écriture de littérature orale. Effectivement, dans la littérature, dans la hiérarchie de la littérature orale, c'est toujours moins bien que la littérature écrite. Et ça, c'est pas sans lien avec le fait que la littérature orale, c'est souvent un truc du peuple. Donc, le but de cette écriture est ici restreint et ciblé, femme, voilà. Cette constatation fonde la valeur du Nushu en même temps que ses limites. Elle est une écriture sublimée, poétique, confidentielle. Les femmes ont créé, dans un contexte sociologique particulier, qui est celui de la Chine, une société poétique autour du Nushu. Voilà. Je trouvais ça très bien formulé. Donc ce qui est important, c'est de comprendre donc, cette sociologie, le contexte social en tout cas, dans lequel se développe le Nushu. Donc les régions où est parlé le Nushu, elles sont culturellement marquées par une tradition qu'on appelle Laotong. Et ce Laotong, c'est une relation de sororité contractuelle. Alors, en fait, ce sont des sœurs que l'on choisit et avec lesquelles on signe un contrat.
si vous voulez. Et ce contrat lie 2 jeunes filles pour la vie, qui sont donc appelées sœurs jurées. C'est souvent entre ces sœurs jurées, qui sont des sortes de meilleures amies, des confidentes, voilà. C'est donc entre ces sœurs jurées qu'était principalement parlé le Nushu. Voilà. C'est le premier lieu d'éclosion, en fait. Oui, je ne sais pas pourquoi j'avais inclus ça là, mais le Nushu, il a été maîtrisé par un seul homme, qui est un linguiste qui a participé à la sauvegarde de cette langue, et qui l'a consigné dans un dictionnaire, ce qui avant n'existait pas, parce que c'était transmis oralement, donc aucun intérêt d'en faire un dictionnaire. Et je trouvais ça intéressant que, au moment où un homme s'en ressaisisse, il l'enferme dans un dictionnaire, le fasse entrer dans le giron un peu. Je ne sais pas si c'est un réflexe de domination inconscient, mais bon. Donc oui, je l'ai dit, donc c'est pendant le règne des Tsing que cette langue atteint son apogée. Et ce qui est intéressant, c'est que le règne des Tsing, je l'ai mis, c'est entre le XVIIe et le XXe siècle. Et ce laps de temps-là, ça correspond aussi à l'éclosion des voix féminines dans la littérature occidentale. Effectivement, c'est là où on a une sorte de boom des productions littéraires féminines en Occident aussi. Donc je trouvais intéressant de faire ce parallèle temporel au niveau de la croissance de la pratique de l'écriture des femmes, puisque ça permet quand même d'envisager une sorte d'élan qui dépasse déjà les limites de l'Europe, parce que souvent on a tendance à être très eurocentré, je ne sais plus comment on dit, et voilà. Donc ça permet de mettre en relation les femmes de tout pays. En revanche, contrairement aux femmes occidentales, ces femmes occidentales, elles arrivent à produire, à avoir être prolifiques, mais elles restent sous l'autorité masculine quand même. Il y a un giron masculin qui est très fort. Alors que le Nushu, c'est purement féminin. Voilà. Là, on se défait vraiment de l'emprise masculine, puisque c'est une langue de femmes pour les femmes. Donc c'est un dégagement total de la littérature masculine. Alors qu'il y avait une tendance chez les femmes occidentales à vouloir répondre aux critères masculins, consciemment ou non. Pour être tout à fait exact aussi, il faut rappeler qu'il y avait déjà des femmes qui écrivaient en Chine et en chinois. Bon, déjà, elles étaient très rares, et de deux, elles étaient vraiment amalgamées parmi les hommes de lettres. Et ça, c'est aussi une spécificité chinoise, parce que, si vous voulez, il y a des... moins aujourd'hui, évidemment, mais il y avait des modèles littéraires et masculins très forts en Chine, qui rendaient impossible pour les femmes de s'exprimer en leurs propres termes voilà, quand elles écrivaient en chinois. Et ça vient d'un respect auquel les hommes étaient tenus aussi, d'un respect de règles d'une littérature classique chinoise qui se fonde sur des auteurs précis. Voilà. Et là, je me perds un peu. Donc, enfin voilà, si vous voulez, il n'y avait pas possibilité de savoir que c'était une femme qui écrivait quand elle écrivait en chinois. Et même les hommes, à moins d'être spécialistes, on ne peut pas dire « Ah ben tiens, ça c'est lui qui écrit ». Si vous voulez, il n'y avait pas forcément de liberté de style, voilà, c'est où je voulais en dire. Tellement les règles étaient canoniques. Voilà. Bref. Oui, c'est vrai que tout ça pour dire qu'aussi la littérature chinoise classique, elle est univoque, elle est uniforme, et elle est standardisée, et ce pendant des siècles. Ça dure vraiment bien jusqu'au XXe siècle. Donc voilà, un petit point plus détaillé sur la coutume des sœurs jurées.
lire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le nushu, c'est pas du tout une langue élitiste. Toutes les femmes pouvaient la pratiquer. C'était pas réservé à, par exemple, des femmes issues de la bourgeoisie ou des femmes aisées. Non, c'était vraiment un langage de femmes au sens large. Et ça permet quand même de créer un interstice, une petite faille, une possibilité d'émancipation dans un climat qui est quand même misogyne. On peut le dire clairement, la société chinoise est misogyne, moins aujourd'hui, fort heureusement, mais quand on a en tête certaines coutumes comme celle des pieds bandés, c'est quand même très particulier de bander les pieds d'une femme. Déjà pour répondre à un fantasme masculin qui est de la beauté des petits pieds, et de deux, c'était quelque chose d'utilitaire, puisque un petit pied égale elle ne peut pas fuir. Puisque bon, les pieds bandés, c'était quand même broyer les os pour faire des petits pieds, donc c'est difficile de marcher après. Donc elle n'allait pas fuir le ménage. Donc, la coutume des sœurs jurées, comme ça a une importance, je tenais à la détailler. C'est en 2 temps, donc avant le mariage de jeune fille prête serment, souvent pendant les travaux d'aiguille, et après le mariage, bon, je fais un trait d'humour, il est arrangé forcément, il y avait la remise de ce qu'on appelle le livret du 3e jour. Et dans ce livret du 3e jour, les autres femmes inscrivaient leurs vœux, voilà, les vœux de mariage, ce que l'on fait aussi d'ailleurs, des conseils aussi, et bien sûr, il ne faut pas l'oublier, la douleur d'être séparé. Pourquoi ? Parce que la femme, une fois mariée, partait vivre avec son mari. Et donc, parfois, elle pouvait partir assez loin, et il n'était plus question de revenir dans son village, faire des visites de courtoisie. Donc voilà, assez évocateur les 2 vers que j'ai mis en dessous. Près d'un puits, on ne souffre pas de la soif, aux côtés de ses sœurs, on ne peut pas désespérer. Donc l'importance de la coutume des sœurs jurées pour supporter cette violence du mariage arrangé, puisque c'est vraiment une violence. Et c'était une véritable aide, puisqu'effectivement, sociologiquement, il a été prouvé que le taux de suicide féminin dans les régions où l'on chantait, où l'on parlait le nushu, était bien plus bas, inférieur, que dans les régions où on ne parlait pas. Donc cette coutume et cette langue, ça crée vraiment une communauté une communauté sensible, un partage du sensible, qui est aidé humainement. Voilà, ça n'est pas juste une langue, une écriture, une fantaisie poétique. C'est un sens humain. On comprend aussi, avec ce lien entre sœurs jurées et nushu, que le nushu, il est indissociable de l'organisation sociale et des relations entre les femmes. Voilà, c'est 2 choses qui ne font qu'une. Voilà. Après, si je me souviens bien, oui, je vous ai mis quelques grands noms, puisqu'il faut quand même, pour faire vivre ces voix, il faut aussi en donner des noms. Donc, In Yan Hua, c'est une femme qui a décidé de rompre avec le code social, contraignant une femme veuve à ne pas se remarier, sous peine de se déshonorer, donc elle a décidé de se remarier. Tang Baosen, Yang Wanyi, qui est la dernière femme à avoir su écrire le nushu tel qu'on le lui a transmis. Et elle est morte en 2004 à 98 ans. Donc ça aurait pu disparaître avec elle, mais heureusement ce n'est pas le cas. Et oui, pour l'origine du nushu,
Toutes les légendes donc s'accordent pour dire que ce serait une jeune femme talentueuse qui a créé le mouchou, d'abord en cachant les caractères au sein de broderies avant de le coucher sur papier. Donc des broderies comme on a pu les voir au début. Donc là j'ai mis un petit florilège de poèmes. Voilà, chers amis et visiteurs, dames et messieurs, bienvenue à vous qui êtes entrés dans le jardin de la culture mouchou, que le chemin vous soit doux. Là c'est un poème sur éventail. Moi aussi on le voit pas mal. Donc c'est beau. Celui-ci est un peu plus long, éventail d'automne. Donc vous voyez, même dans les titres, on voit qu'il y a un lien avec des objets du quotidien. Tu veux le lire ? Vas-y, je t'en prie. J'ai acheté un tissu blanc long d'un pouce, fin comme aile de cigale, blanc comme neige douce. À l'étage, les filles savent tailler et coudre. J'ai fait un éventail rond, comme la lune claire. Dessus, j'ai dessiné montagnes et rivières. Au dos, j'ai écrit un poème qui résonne, et je garde précieusement l'éventail rond de complétude pour l'offrir aux jeunes lettrés de la Maison des Hommes. Je sais qu'il l'aimera. À chaque instant de sa main, il en jouera. Par les chaleurs de juillet, souvent, il s'éventera. Et sa brise, à chaque souffle, ranimera son cœur. Pourtant, en un clin d'œil, l'automne arrive. Tombe la pluie, cingle le vent et gèle le givre. À cause d'eux, mon éventail n'aura plus ses faveurs. Bientôt, il sera remisé dans sa boîte oubliée. Tous les élans de mon cœur, il ne reste qu'à les taire. Oh, pauvre jeune fille, malheureuse comme les pierres. Merci. Merci. C'est beau. Bah, les deux derniers vers, voilà, ils sont évocateurs, quoi. Finalement, il y a toujours un retour au silence. Après ce passage à la parole, cette voilà, contrainte pour la femme de retourner à cette assignation, à se taire. Voilà, il ne reste qu'à les taire, tous les élans de mon cœur. Ouais. Donc sur des mouchoirs brodés, voilà. Donc il y a la traduction du poème sur le mouchoir juste en dessous. Je te souhaite une vie heureuse. Donc ça, c'était par exemple des mouchoirs qui étaient offerts d'une sœur jurée à l'autre lors du mariage. Enfin, si vous voulez, des cadeaux de mariage. Et le second, je te souhaite bonne chance. C'est un peu drôle si c'est offert à un mariage, mais ça veut dire beaucoup. Pardon, Oui. Tu peux revenir à ça. Tu parlais d'une écriture syllabaire. Ouais. Mais il y a quand même 4 signes. Du coup, attends, ouais. Je suis pas sûr d'avoir compris. Je suis absolument pas spécialiste. Je me suis fié au dire de Martine Saussure-Young. Ok. Et il y a quand même un symbole égale un son, c'est ça? A priori, là, oui. Pas nécessairement. Oui. Ah, mais c'est ça, Apparemment, oui. Ok. En plus, je ne sais pas parler chinois, mais bon. C'est un peu comme la langue allemande. Hein. La langue allemande, il y a des mots spécifiques dans des contextes qui veulent dire, par exemple, que c'est un homme qui écrit ou que c'est voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un signe pour chaque mot, quoi. Enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'on prend ça comme ça. Ça n'empêche pas que c'est syllabaire. Enfin, Ouais. il me semble. Non, mais enfin. Si c'est la vie. Enfin, oui, la traduction. Enfin, Oui, là, il ne faut pas se fier à la traduction, puisque nous... bah, si, quand même. ouais, mais Ah, oui, c'est un mais système t'as raison, tu vois, c'est un système linguistique différent. Phonétiquement, ça Ouais. peut être complètement différent. Oui, Ouais, oui, tout à et fait. ça l'est, hein, d'ailleurs. Oui, oui, donc Mais, on n'a pas après. les repères. Ouais, non. Et puis, je suis incapable d'en parler, sincèrement, donc... Enfin, bon, après, j'aurais une question. Enfin, Ok, mais j'y répondrai si je peux. Donc quelques autres poèmes, puisqu'on est quand même là pour faire entendre les voix des femmes. Pour les femmes, tous les chemins brûlent, qu'un cercueil fasse cesser mes malheurs. Tu veux les lire?
là-dessus. Pour les femmes, tous les chemins brûlent, qu'un cercueil fasse cesser le malheur. 4 œufs rouges sont le symbole des fiançailles. Sa famille est enchantée, je suis au désespoir. Mon papier rouge enfermé dans son cabinet. L'argent ne peut pas le racheter. J'en veux à mes parents pour m'avoir promise à un homme. Le papier rouge représente la preuve de fiançailles de l'appartement sur la commande. En été, nous étendons des broderies. Elles sont si brillantes, les sommets sont rouges sang. Et après, un couple de phénix. Un couple de phénix vole au-dessus de l'océan. Donc, vous voyez, il y a des thèmes très pragmatiques liés à la vie des femmes quotidienne, notamment du mariage, donc, et après des thèmes un peu plus liés aux mythes, aux légendes, aux divinités, notamment de la fertilité, voilà, de la culture chinoise et plus particulièrement du Hunan. Pour la phase maintenant tisser son émancipation, donc le lien entre le texte et le textile, cette image, donc là c'est vraiment écrit dans une veste. Un petit poème, encore une fois, pour ma sœur, le grenier, pour mon frère, la grande salle et les études. Nous brodons un millier de motifs, tandis que notre frère lit un millier de livres. Voilà. Ça a le mérite d'être clair à chaque fois. Donc là, je passe sur des références plus contemporaines, mais qui permettent de faire voir que finalement, ce Nushu et ces femmes étaient précurseurs, finalement, d'une réflexion qui se développe maintenant depuis les années 80 sur le fait de s'émanciper grâce à la couture, et voilà, de se ressaisir de cet objet-là qui pouvait être un objet de mépris, ou en tout cas une assignation à voilà, les femmes, le métier de l'aiguille, et puis les hommes, les métiers intellectuels. Donc une citation d'Aline Dallier. La main et l'esprit, l'ancien et le nouveau, la tradition et la révolution, c'est-à-dire la révolution qui amènerait une restructuration des comportements féminins. Je trouvais que ça avait un lien total avec le Nushu, puisque le Nushu, dans le Nushu, le tissage, la couture, les artisanats de l'aiguille, donc, sont des supports de cette langue, comme on vient de le voir. Et donc, grâce à la broderie, au tissage, il y a une possibilité pour les femmes de s'émanciper. Et plutôt que de voir ça comme un outil donc, de domination, d'assignation, comme je l'ai dit, certaines femmes sont saisies pour sortir justement de cette suggestion et restructurer les rapports de domination et en faire un moyen d'explorer la féminité. Voilà. Au-delà des stéréotypes, évidemment. Oui, définir une fierté, ce qui fait l'étoffe d'une femme, voilà. L'étoffe de la féminité. Et je trouvais que les femmes chinoises qui parlent le Nushu, qui pratiquent le Nushu, qui brodent le Nushu, s'inscrivaient déjà dans cette pratique-là. Sans la théoriser, évidemment. Mais, ce que met Aline Dallier là en évidence, c'est qu'il y a un génie de la main chez la femme. Un génie du sensible. Et ce génie-là permettrait d'acquérir l'égalité sans s'effacer dans un modèle masculin. Voilà. Parce qu'on peut être égaux en s'amalgamant, mais finalement, il y a toujours des gens qui sont plus égaux que les autres dans ce cas-là. Donc ce génie de la main, de l'aiguille, ça permettrait de revendiquer la spécificité d'un art féminin. Cette spécificité, entre autres, c'est celle de faire descendre l'art dans le quotidien. Comme on a pu le dire dans les poèmes, effectivement, comme on peut le voir dans les productions, qui sont des productions d'outils
d'objets utilitaires. Voilà. Et finalement, pour ces femmes chinoises, comme pour ces femmes, c'est le début du mouvement féministe, les années 80, les années 70. Pour toutes ces femmes-là, tisser, c'est recoudre, si vous voulez. C'est réparer les blessures de la féminité. Et donc, attention, là, je m'envole dans quelque chose de lyrique. Si vous voulez, le point de couture, c'est souvent un point de suture aussi, dans ce cas-là. Et écrire comme coudre, ça procède de ce même mouvement de cicatrisation de l'être. Okay. C'est un mouvement que l'on pourrait synthétiser avec une notion qui est très à la mode, et pas grâce à notre président qui s'en sert aujourd'hui, c'est la notion de résilience. Mais il y avait des gens qui l'utilisaient bien avant, notamment Boris Cyrulnik, et ça n'a rien à voir avec la politique. En tout cas, il y a une subversion qui est possible grâce à la couture aussi, au-delà de recoudre et de cicatriser. Parce que le pli et le repli, c'est aussi l'occasion d'une exploration des profondeurs de la féminité. Et ces profondeurs de la féminité, elles sont souvent tabous, encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça permet aussi aux femmes d'explorer un domaine qui est le leur corps, d'une manière détournée et surtout d'une manière qui ne serait pas, ou qui échapperait en tout cas à la vigilance des hommes. Dans tous les cas, il ne faut pas négliger l'habit, dans ce qu'il représente comme objet fini, mais aussi dans le processus de couture, de tissage. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur l'étymologie, habit, ça vient de habitus, et habitus, ça signifie manière d'être. Donc il y a quand même un lien entre la manière dont on s'habille et la manière dont on est. Oui. Donc lorsque les femmes brodent sur des robes, des mouchoirs, des éventails, des mots en mouchou, c'est une manière pour elles d'habiter leur travail. Okay, donc de l'habiller à l'habiter, il n'y a qu'un pas. En tout cas, d'y mettre un peu d'elle, de laisser une trace dans un quotidien, une société où l'on a tendance, et je suis gentil en disant tendance, à exiger qu'elle s'efface. Les habits, les objets tissés, bon voilà, vous avez compris, ils avaient souvent une destination cérémonielle, j'ai un peu évoqué au début, les mariages, les rituels, les fêtes. Et dans ce cas, je trouve que laisser son empreinte, c'est d'autant plus subversif, parce que c'est détourner un cadre traditionnel, les cérémonies, voilà, quelque chose de très ancré, qui est souvent ce cadre traditionnel, celui qui fonde la domination masculine, et les femmes, en laissant leurs traces dans les habits, voilà, ces traces discrètes, eh bien elles taillent leur part finalement dans cette tradition, qui les exclut souvent. Donc voilà, je trouvais que ça a une symbolique forte, le fait que les femmes s'immiscent comme ça, même si c'est furtif. Bon voilà, il y a un lien fort entre l'habit, les mots, la langue, et ça nous fait percevoir, je pense en tout cas, la proximité entre la chair et les mots. Puisque les femmes, comme on l'a vu avec la veste, elles portent littéralement des mots sur leurs vêtements et des mots sur leur chair. Okay. On peut filer la métaphore aussi tant qu'on y est, pour dire que l'habit est le miroir des mots MAUX de la chair. Voilà. La violence qui est faite à leur corps, voilà, est reflétée dans l'habit qui reflète une manière d'être. Vous voyez comme tout s'enchevêtre un peu. Évidemment, bon, comme on a pu le lire, les souffrances qu'elles vivent, elles ne sont pas explicites dans les poèmes. Parce qu'évidemment, si la femme se plaint de la coutume des pieds bandés, tout ça,
Mais on le sent, voilà, c'est dans le sensible que ça se joue. Parce qu'on sait que les rites de passage, les mariages qui sont évoqués, ce ne sont pas des événements joyeux. Enfin, oui, créer des objets, c'est créer du concret, de la matérialité. Et ça, c'est important, puisque ça fait prendre forme et visibilité aux femmes dans une histoire où souvent elles n'en ont pas ou peu. Oui, ça viendra après. Oui, il y a aussi, quelque chose de très moderne, je trouve, c'est que bien souvent, les femmes se faisaient enterrer avec leur production, les livrets, les mouchoirs, les habits. C'est pour ça aussi qu'on a peu de traces, parce que il y a le régime maoïste qui est passé, et puis les femmes se faisaient enterrer avec. Voilà, parce que c'est quelque chose de tellement personnel que... Et ça, dans la pratique artistique moderne, le geste de retrait, de ne pas forcément vouloir s'inscrire dans l'histoire, de produire un art éphémère, c'est quelque chose de très moderne, voire contemporain. Et puis il y a cette absence de prétention, cette résistance à l'institution, à l'institutionnalisation des productions artistiques, ça aussi c'est très moderne. Se dire oui, je refuse d'être repris dans un carcan, dans un mouvement. Voilà, c'est finalement s'enterrer avec ce qu'on produit avec notre art, c'est refuser d'être muséifié. Et puis être muséifié, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi qu'on produit un discours sur nous, et ce discours, il n'est peut-être pas forcément le reflet de ce qui était à l'origine. Pas oublier que le musée, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est du vol. Le musée, et les 3/4 du temps, ce sont des butins de guerre. Et pas des bons moments, quoi. Oui, j'avais évoqué aussi, je reviens un peu sur mes pas, l'importance de la voix. Ça se prêtait très bien au chant, et donc les femmes chantaient en brodant, chantaient en mouchou. C'est pour ça qu'on peut parler d'écriture orale et de littérature orale, puisque ces poèmes étaient chantés avant que d'être écrits. Voilà, donc cette langue créait un espace de sensibilité partagée, puisqu'elle chantait en groupe. Et c'est pour ça que ça construit une collectivité, une solidarité entre femmes. Donc pour une rencontre entre le mouchou et l'Occident, je vous mets ça, c'est le travail d'Annette Messager, qui a créé une collection de proverbes, et ce sont des phrases tissées et encadrées, puisque le cadre, c'est souvent ce qui institue l'œuvre d'art. Eh bien, elle a tissé, tissé un artisanat typiquement féminin, et elle l'a légitimé en l'encadrant. Évidemment, c'est une façon de... Alors, là, je ne sais pas si on voit. Si, on voit. Donc, prends garde d'une mauvaise femme et méfie-toi de celle qui est bonne. C'est un peu long, mais enfin, voilà, c'est une anthologie d'idées reçues sur la femme, brodée à la main par l'artiste sur des pièces de coton blanc. Quand la fille naît et même les murs pleurent, peut-on lire, ou encore, c'est la femme qui a fait pousser les cheveux blancs du diable. Avec malice, Annette Messager s'immisce avec cette œuvre proliférante dans le géométrisme et la quête de pureté, du minimalisme, enfin bon. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se ressaisit d'un art populaire méprisé, la broderie. Et c'est un lien clair avec les pratiquants du mouchou. Voilà. Donc ça, on ne voit pas ce qui est marqué, mais c'est pour vous donner une idée de comment c'est exposé. Ah si, on y voit, ça surpasse mes attentes. Fabuleux. La femme comme le chat. Voilà. Les femmes sont instruites par la nature, les hommes par les livres.
de Dieu sauf la femme. C'est marrant. Oui. Donc c'est bien aussi parce que ça permet de voir que du Nushu, on arrive à passer à quelque chose d'un peu plus ironique, d'un peu plus grinçant et un peu moins résigné. Même si, bon, ça démontre aussi que les critiques sont un peu les mêmes. Mais les femmes et la couture et l'émancipation ont des références connues, moins connues. Niki de Saint-Phal, Raymond Darcier, Orlane, Sem, Magdalena Abakanowicz, Sonia Delaunay. Je vous ai mis des noms. Atsuko Tanaka qui a fait une robe néon incroyable. C'est une robe qu'avec des néons. Et qu'elle portait d'ailleurs. Mais vous voyez, Une robe avec, je sais pas. des néons. Mais vraiment les vieux néons là. Ouais. Tout, et c'est impressionnant. C'est très joli d'ailleurs. Ah oui, la robe néon. Ouais. Donc voilà, vous pourrez chercher, c'est facile à trouver sur Internet. Conclusion. L'aventure du Nushu, qu'est-ce que c'est? C'est que même si elle n'est pas née d'une volonté de lutter contre la domination masculine, hein, c'était pas l'enjeu, elle est née d'une volonté qui fait que la langue nous rassemble avant de nous séparer, enfin j'espère en tout cas. Elle est née d'une volonté de partager entre les femmes, cette langue, de créer du lien. Et effectivement, créer du lien entre les femmes, c'est souvent subversif, puisque quand les femmes se rassemblent, elles commencent à faire la révolution. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop qu'elles se rassemblent, généralement. Mais la subversion, elle est aussi moins révolutionnaire qu'intime. Ce que j'ai noté là, c'est que se dire en ces termes, choisir les mots qui nous définissent, et puis là, c'est encore plus, c'est choisir son alphabet. C'est vraiment, plus que choisir les mots, c'est choisir les symboles. Voilà, je trouve que ça va encore plus loin. Donc choisir les mots pour se définir et définir son monde, c'est déjà se défaire de l'ordre, qu'il soit patriarcal ou autre. Parce que c'est se ressaisir de son pouvoir de nomination, c'est-à-dire de nommer les choses. Et il n'y a pas à aller très loin pour savoir que celui qui nomme est Dieu en son jardin. Hein. Quand dans la Genèse, Dieu dit à Adam, voilà, nomme ce que tu vois, c'est quand même un homme qui donne son nom aux choses. C'est pas une femme. Hein. Elle va arriver après. Elle a juste à apprendre, gentiment. Donc se ressaisir de ce pouvoir de nommer les choses, c'est quand même quelque chose de très fort. Ce que j'ai marqué dans la suite. Voilà. C'est le premier pas, selon moi, vers l'émancipation. Est-ce que ça fonctionne? C'est fantastique. Avec le son, c'est encore mieux, puisqu'il s'agit d'écouter. Affreux ce son.
donc là vous avez pu entendre du Nushu chanter. Et vous avez vu au début les deux femmes qui se parlaient face à face, ça mettait en scène finalement un dialogue entre deux sœurs jurées. Et bon, les instruments traditionnels qui accompagnent voilà, ce chant, cet échange. Et du coup, ça a eu lieu où ça? Ça, je sais plus où ça a eu lieu. Pas forcément en Chine, il y a eu une tournée. Mais ça a dû commencer en Chine. Parce que c'est l'orchestre d'Amsterdam. Oui, mais le compositeur était chinois en tout cas. Parce que bon, vous avez vu effectivement le musicien n'était pas chinois. Je crois que c'était indiqué sur la vidéo, si je ne me trompe pas, je crois d'avoir lu Moscou. Oui. Ouais. Moscou. À Moscou? Oui, et puis il y avait du russe en haut à gauche. Ils sont partout. Les femmes sur la terre sont sœurs et forment une famille. Je trouve ça magnifique. D'ailleurs, c'est avec cette phrase-là que j'ai découvert le Nushu, entre autres. Et c'est une inscription donc en Nushu sur une pièce de monnaie qui date de l'époque des Taiping Tiango. Je passe les détails là-dessus. Donc, juste en dessous, je vous ai mis les inscriptions transcrites en Nushu, qui peuvent aussi se traduire. Donc, les femmes sur la terre sont sœurs et forment une famille. Voilà, ça figurait sur des pièces de monnaie. Donc, il y avait quand même une diffusion. Après, les Taiping Tiango, c'était un mouvement sécessionniste vis-à-vis de l'Empire, qui prônait une égalité radicale entre hommes et femmes. C'était assez novateur. Ça n'a pas fonctionné, mais ils se sont entretués, parce qu'il y a eu des guerres d'ego, si vous voulez. Mais voilà, donc c'est pour ça que quand même il y a eu... oui, il y a eu une réalité, une matérialisation quand même. Les sources en bonne universitaire et si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Merci déjà. De rien, merci à vous. Ouais. Dis-moi. Oui, ben bon, enfin comment dire, ça me semble un peu énigmatique. Alors, du coup, tu disais que donc le Nushu était, contrairement à la langue chinoise, une écriture syllabique. Oui. Donc, bon, c'est quelque part, c'est quelque chose de vraiment en parallèle d'une langue officielle. Oui. Du coup, est-ce que tu as une idée de l'origine? Comme alors l'origine linguistique ou vraiment qui l'a inventé? Comment on invente une langue? Là, si tu... Non, en l'occurrence, celle-ci, quoi. Il Bon. semble vraiment Oui, c'est énigmatique. parallèle d'une langue officielle. Oui, mais enfin, il y en a beaucoup des langues qui sont parallèles d'une langue officielle, Ouais. le patois, Oui. bon. La personne en particulier, on ne sait pas. C'est vraiment, il y a des légendes, mais c'est tout. Le système linguistique, c'est dérivé du chinois traditionnel. Comme ce sont des graphèmes, donc en fait des mots représentés par on dirait vulgairement nous, des dessins, des signes, des symboles. Voilà, c'est une écriture de symboles comparée à la nôtre qui n'en est pas une. Si tu veux, on peut dériver des symboles. C'est-à-dire, on peut, je sais pas, vous avez vu que c'était très courbe. Okay. Alors que le chinois est plutôt géométrique. Voilà, c'est un exemple. Donc il y a eu une dérivation, comment dire, Mais ça veut dire au que niveau du même trait. Les symboles c'est pas les mêmes symboles Que le chinois? Ouais. Non, pas du tout. Ah d'accord. Non, quand tu vois Ok. quand tu vois les... Attends, je vais remonter.
Quand tu vois les symboles, tu vois, ça c'est la traduction en chinois, voilà, ça c'est du chinois, Ok, d'accord. et ça c'est du nushu. Ok. Les symboles sont totalement différents. Bah, quand même. Enfin, la forme en tout cas. Après, on sent que c'est dérivé, c'est forcément ça. La source est là et le résultat est là. Et, ça se voit que c'est pas la même écriture, je trouve. Après, Hein, en mais calligraphie chinoise, tu peux avoir Oui. des symboles beaucoup plus arrondis, comme on trouve à droite, là, que géométrique, à gauche, qui est plus contemporaine, quoi. Ah, Tu vois, dans oui, la d'accord. calligraphie chinoise. Après, attention, parce que la calligraphie chinoise, le chinois, c'est très large. C'est tout un monde. Oui. Faut que tu vois que dans la calligraphie chinoise, ça se trouve, tu as du cantonais, tu as du machin, et c'est Ouais. pas pareil. Mhm. Donc après, en plus, n'étant pas spécialiste, je pourrais pas te faire... mais il doit y avoir des différences dans le dessin, dans la composition du symbole, Mhm. qui fait que... Mais c'est une dérivation. Oui. Oui, J'ai une dernière question. Alors, du coup, est-ce que les hommes comprenaient? Non, absolument pas. Ils ne Non. comprenaient pas. Non. Ok. En plus, de toute manière, il n'y prêtait pas attention. Mais au-delà de ça, non, il ne comprenait pas. C'est ça. Parce- Ne s'abaissez pas à comprendre. Oui, voilà. On va dire ça, mais, mais ça, ils n'avaient pas le... C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de l'apprendre. Hein. Les femmes Oui, n'allaient pas leur c'est ça, apprendre. voilà, c'est pour ça. C'était appris, enfin transmis. Mais c'est aussi intéressant, c'est que c'est transmis et c'est un legs et pas un enseignement. C'est pas quelque chose qu'on nous impose, c'est quelque chose qu'on nous propose. C'est quand même différent. Une langue qu'on nous propose, c'est un choix. Et choisir sa langue, c'est pas pareil que la recevoir parce qu'on nous dit il faut apprendre cette langue. Ça, c'est ce qui se passe à l'école aujourd'hui. Il faut apprendre l'anglais, ah, mais je préfère l'espagnol. Et on voit que ça fait la différence. Donc voilà, je dirais ça encore. Mais effectivement, les hommes ne pipaient mot. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pour réagir sur la graphie, parce que tu as raison, en calligraphie, c'est vrai qu'il peut y avoir des déformations qui font penser que c'est d'autres signes alors qu'on les retrouve. Et là, par exemple, dans la version Nushu, il y a certains signes qu'on retrouve. J'en ai fait un tout petit peu, donc je les repère vite, mais par exemple, en bas à gauche, là, il y a une sorte de carré avec un trait au milieu. Je sais pas si tu vois. Ouais. Bah, ce signe, on le retrouve aussi dans le chinois simplifié version Nanshu. Ça, apparemment, il n'a pas trop subi de déformation, j'en repère d'autres aussi. En fait, en écriture chinoise, il y a un système de clés. Ouais. Effectivement, c'est un symbole, ce qu'on appelle le sinogramme, égale un mot. Ouais. Mais chaque symbole n'est pas parfaitement original et unique. Il est composé de plusieurs clés. Par exemple, le carré avec un trait au milieu, c'est une clé. Je ne sais plus lequel c'est. Un peu plus haut, là, on a une espèce de double croix. Ça, c'est la clé de la femme, c'est ce qui se prononce nu. Et quand on regarde bien sur d'autres sinogrammes, on peut le retrouver en petit, à l'intérieur d'un signe. Et du coup, c'est des indices des fois pour savoir que ce sinogramme-là parle d'un truc lié à la femme. Des fois, c'est hyper métaphorique, donc il faut rechercher dans les racines linguistiques. Mais peut-être qu'on peut le retrouver dans... Ouais, il y a un autre signe où on peut le voir. Enfin voilà. Du coup, c'est dérivé, mais... T'as dit que c'était né à quelle époque? Alors que je retrouve... ouais, c'est né pendant le règne des Qing, donc 17e. Ouais. Ok. Après, j'avais noté quelque chose, que les premières traces... L'apogée, là. Oui, c'était l'apogée, c'est au fil du règne des Qing, donc comme il s'étend sur 3 siècles. Mais j'avais noté quelque chose parce qu'on avait retrouvé quand même une trace, une écriture Nushu sur un pont de pierre qui était quand même... J'avais mis sur le diapo, c'était Ah. en 800 et quelques, si je dis pas de bêtises. Voilà. Oui. Ah ouais. Je sais Oui, plus, donc, je sais plus où est-ce que c'était. Voilà, c'est ça. La plus ancienne trace retrouvée,
C'est sur un pont datant de la dynastie des Song. Donc cette dynastie, c'est entre 960 et 1206. Donc voilà. Mais après, comme c'était une écriture privée, effectivement, c'est difficile à dater. Voilà. Là, on a une trace matérielle, mais c'est comme pour toute archéologie, faire l'archéologie de quelque chose qui n'est pas matériel, c'est très très compliqué. C'est une femme qui avait tagué le pont. Exactement, elle avait tagué, elle avait fait du vandalisme. Donc il y a quand même une pérennité, parce que si ça commence à aller, disons, du Xe siècle jusqu'au XXe, jusqu'à nos jours, il y a une force du féminin dans l'histoire quand même. Et est-ce qu'on sait si les femmes continuaient à pratiquer le nushu après être mariées? Oui, entre sœurs jurées, justement. C'est ce qui permet, c'est le dernier espace un peu de liberté dans ce carcan un peu du mariage. Enfin, un peu, beaucoup. Ouais. Donc, c'est le jardin secret, si tu veux. Ouais. Même en étant mariée, ce rituel-là des sœurs jurées. Oui, ça reste. C'est pour ça que c'était très important, parce que le mariage, c'est un arrachement à tout, sauf aux sœurs jurées. Voilà. Après, elles pouvaient en avoir plusieurs, les sœurs jurées, mais après le mariage, elles n'en gardaient qu'une quand même. C'est pas non plus. Mais il y avait toujours ce repère-là. En fait, c'est vraiment le phare dans la tempête qui permettait d'avoir un espace de parole et puis un espace à soi. Donc, c'est pour ça, c'est une pratique qui est fondatrice de cette langue-là, de cette pratique-là. Est-ce que l'extrait que tu nous as montré là sur le mariage, c'était représentatif des nushu, parce que c'était quand même très critique là? Représentatif, oui, puisque les thèmes abordés, c'est quand même largement ça, c'est les moments de la vie féminine. Donc le mariage, c'est quand même un gros morceau. Et c'est critique, comment le dire autrement aussi. Il y a quand même une certaine pudeur, parce que critique, mais ça reste gentil quand même. Donc oui, c'est représentatif. Oui. C'est pour ça que ça permet de faire une histoire aussi sociale, et que Martine Saussure-Young a appelé ça une sociographie, c'est une écriture de la société. Donc, peut-être que la pérennité là, sur 10 siècles, ça démontre la force de l'écrasement dont elles étaient victimes et dont elles avaient besoin justement de résilience. Quoi. Il fallait qu'elles aient un échappatoire. C'est peut-être ça qui a fait la force de cette durée. Quoi. C'est la puissance de l'écrasement de ces femmes, et de leur reconnaissance en tant que telle. Oui, bien sûr. Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de ce genre d'échappatoire, forcément. Voilà. On a eu des conférences sur le Japon qui disaient des choses aussi assez... oui, au Japon, c'est un peu le même combat. Sur les comportements par rapport aux femmes. On peut se dire que c'était au moins autant possible là. D'où la nécessité de trouver des moyens de garder la tête hors de l'eau. Et moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, ce côté, notamment au travers des exemples que tu as cités et des citations qu'on a pu retrouver, et notamment la dernière phrase sur le fait que c'était une langue en quelque sorte qui pouvait être commune à toutes les femmes dans le monde, du moins cette espèce d'oppression qu'elles subissent. Et je trouve que c'est très intéressant à mettre en parallèle avec ce que tu disais au tout début, le fait que c'est une langue qui était secondaire dans le pays. Et en fait, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que les discussions qu'elle pouvait avoir et les chants qu'elle pouvait avoir au travers de cette langue, c'était en quelque sorte aussi le reflet de ce côté secondaire. Parce que, et des malheurs un petit peu, et des tristesses secondaires qu'elle pouvait vivre, qui étaient reléguées au second plan, et dont elle pouvait parler qu'entre elles. Et notamment le poème qui était présenté sur sur ce côté un petit peu triste de l'éventail qui est fabriqué et qui un temps
fera plaisir aux jeunes garçons et qui après finira dans une petite boîte dans le grenier et qui pour elles se matérialise en quelque sorte par une tristesse un petit peu profonde mais qui est secondaire dans la société. Ouais. C'est-à-dire qu'elles peuvent l'aborder avec personne d'autre qu'avec des femmes qui peuvent aussi les comprendre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose et ça fait aussi un petit peu penser à tous ces films qu'on peut connaître qui sont assez évocateurs dans les années 50, 60, notamment les films américains dans les sociétés où l'homme rentre à 20h le soir, la femme a préparé le repas, et elle ne peut pas parler des problèmes qu'elle a eu du quotidien, des petits problèmes qui vont être considérés comme secondaires. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant que cette langue Le mettre en avant. voilà, C'est ça. c'est un moyen de parler de ces problèmes, mais sans prétention, juste vouloir en parler entre nous. Oui, C'est intéressant. en parler, c'est déjà, voilà, ça. Arriver à s'en défaire, arriver à les supporter, c'est ce que je disais au début. Et c'est pour ça aussi que ça fonde une communauté, et, voilà, un partage du sensible. Toute autre chose, je voulais juste finir pour un peu aussi décloisonner la recherche et tout ça, pour dire qu'il n'y a pas besoin forcément d'être un littéraire pour tomber sur des langues pareilles, parce que comment j'ai découvert le Nushu, tout simplement par un t-shirt. Oui, bon, alors vous dites Kezako, un t-shirt. Et c'est ce t-shirt, je l'ai d'ailleurs, j'aurais pu venir avec, mais il est un peu frais. Non, je ne l'ai pas pris parce qu'il y avait des femmes nues dessus. C'était pour la petite histoire, qui était celle que je vous ai contée aujourd'hui. Donc là, vous avez toutes les femmes du monde sont connectées. Là, il y a une petite histoire du Nushu, de plus près. Et celui ou celle qui le portait, c'était où? Non, je regardais des t-shirts sur internet et je suis tombé là-dessus. D'accord, d'accord. Et je me suis dit. Quelqu'un Là, il y a une reproduction d'une pièce d'ailleurs. Voilà, avec. Voilà, et de plus près, effectivement. Effectivement, il y a la pièce, le monde, le soleil. C'est vrai que c'est un des surnoms aussi, c'est une culture du soleil. Voilà, donc c'est quand même évocateur. The Woman, The World Connected, c'est une autre traduction, interprétation de ce que tu avais mis. C'est ça, c'est la traduction. Les femmes du monde sont sœurs, si tu veux. Voilà, sont sœurs sur Terre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le Nushu. Et comme j'étais à l'époque en train d'écrire un mini-mémoire sur la marginalisation des voix féminines, qui m'a amené à faire cette série de conférences, au passage, je l'avais inclus dedans. Et ça m'avait permis de faire des recherches et de vous proposer ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Je trouvais que c'était un bon moyen de montrer qu'il n'y avait pas forcément besoin d'être érudit ou quoi que ce soit pour découvrir des choses finalement. On peut tomber grâce à des t-shirts, des productions graphiques. Et ce qui est intéressant au passage, j'y avais pas du tout pensé, c'est que, encore une fois, ça se retrouve sur un tissu, sur du textile finalement. Et d'ailleurs c'est une femme aussi qui a produit ça. Donc la boucle est bouclée. Voilà. Et c'est une chinoise? Non. Non. Ça aurait été bien pour la petite histoire, mais non. Non, c'est pas une chinoise. Mais ils sont produits en Chine. Oh, certainement, oui. Comme ça. Possiblement. Ils sont obligés de dire. Tu as dit au début que le Nushu avait été interdit. Non, il n'était pas interdit, mais de fait, il l'était, puisque l'empereur interdisait toute autre langue que le Nanshu, que le chinois. Oui. Donc, Tous par les défaut, dialectes, voilà, tous les dialectes, donc par défaut, oui. c'était interdit. Mais il n'y a pas eu de répression par rapport au Non. Nushu. Non, D'accord. parce qu'il y avait une indifférence telle que, de toute façon, C'est ça que je comprends pas. C'est, la répression, elle a été après, sous Mao. Ouais, ok. Mais les mecs de cette époque, sachant que le Nushu était une arme d'émancipation. Ouais, mais, en fait, aujourd'hui, on peut la considérer comme une arme d'émancipation. Mais les femmes, elles n'allaient pas revendiquer le droit de vote, de toute façon, elles ne votaient pas, mais enfin, je veux dire, elles n'allaient pas revendiquer quelque chose sous prétexte que ça y est, elles avaient leur langue. Non, mais même sans revendiquer, en fait, les mouvements, n'importe quel mouvement subversif, transgressif, Bien sûr, mais qui fédère des communautés à l'intérieur d'une Ouais. d'une majorité,
ils sont repérés, quoi. Et il y a... Mais justement, là, c'était tellement repéré, tellement identifié, tellement circonscrit, que c'était pas une menace. Ouais. C'était Mais- voilà, c'est un truc de bonne femme. Oui, c'est ça. Effectivement, ça aurait pu devenir dangereux pour eux, mais c'était pas du tout l'état des forces en présence. Là, il n'était pas du tout Ok. favorable aux femmes. Non, c'était pas. Et puis même de la part des femmes, comme je l'ai dit, il faut nuancer. C'était pas un instrument de lutte, quoi. Ouais. C'était une rencontre, c'était un partage collectif, un échange. C'était un espace Exactement. de quelque part moi, je dirais un peu de décompression par rapport C'est à ça. l'oppression. Exactement. Et puis, enfin, oui, je ne l'ai pas compris non plus comme un outil de revendication. Non. Parce que il me semble bien que tu as dit au début que c'était tout de même utilisé dans les cérémonies officielles, quoi. Aussi. Oui, certaines cérémonies, oui, effectivement. Tout ce qui avait rapport avec la fertilité, c'était utilisé. Ouais. Pas dans toutes les cérémonies, hein, mais Oui, mais enfin. dans des cérémonies avec des thèmes bien précis. Ouais. Plutôt côté femme, quoi, des thèmes féminins. Enfin, Mais, ça ne semble pas apparaître comme quelque chose de subversif, quoi. Non, Voilà. la conséquence aurait pu l'être. Et aujourd'hui, avec un regard introspectif, on pourrait se dire effectivement, il y a déjà quelque chose de subversif en germe, mais c'était pas l'intention. Oui, Il ne faut pas donner cette intention, je pense, parce que on le voit dans les poèmes aussi, c'est pas de la révolte, c'est plutôt essayer de ne pas tomber dans la résignation totalement et voilà, trouver un espace d'expression. Voilà. Il ne me semblait pas qu'il y avait des reprises contemporaines du Mushu pour le faire vivre pour de vrai. Ouais. Là, il y en a, il y en a en Chine, il y en a, dans les régions où c'était parlé. Ouais, c'est du tourisme. Ok. Du tourisme culturel. Ok. Mais il y a quand même des questions en Chine de se dire il ne faut pas que ça tombe dans du folklore et que voilà, on vient voir de vieilles dames habillées en habits traditionnels et qui chantent le Mushu. Il ne faudrait pas non plus que ce soit repris dans ce cadre-là, puisque bon, c'est un autre débat. Ça. Voilà. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des poétesses chinoises qui utilisent ce... J'en sais absolument rien. Ce serait intéressant de chercher, mais je ne sais pas. Déjà là, de ce que j'ai compris, l'effort il est vraiment fait sur la transmission, enfin l'essai de réimplanter, de réenseigner la langue. Déjà la conservation. Voilà. Enfin, C'est ça. Avant de. Pas perdre. Il y a eu si quand même pour te répondre, pas écrits en Mushu, mais des romans écrits sur l'histoire du Mushu, un peu des romans qui parlaient de ce dont on a parlé, des sœurs jurées, qui ont remis un peu sur le devant de la scène le Mushu. Mais c'était plus créer une histoire autour de cette langue que pratiquer cette langue. Peut-être que ça viendra, mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose de porteur. Voilà. On a quand même chez nous ici, sans aller si loin, matraqué les patois, les langues régionales qui ont Oui, été, bien sûr. comment dirais-je, étouffées et par la violence, y compris par la violence. Tout à fait. Moi j'ai un exemple que me disait mon père, il parlait le patois à la maison, et ses parents parlaient patois, mais à l'école, s'ils entendaient des mots de patois, ils étaient punis. Et donc ça fait que il n'a plus parlé, donc moi je n'ai pas appris. Bon, il y a des régions où c'est resté un petit peu plus, mais ça a quand même été une répression un peu violente, quoi. Et maintenant il y a des écoles où on apprend le breton, où on accepte d'apprendre les langues régionales. Le basque, tout ça. Le basque et le breton. Ça revient. L'occitan, il y a des efforts. Le corse aussi. Mais...
Ah oui, oui, Il y a une école à Pessac, oui. oui, donc ça. Mais ça a quand même été réprimé Bien sûr. vraiment par l'éducation nationale, quoi, enfin, par l'État. Oui, oui, la République est quand même un très très bon un oppresseur linguistique. Et pire que, moi j'aime bien toujours citer cet exemple, c'est que le fascisme de Franco n'a pas réussi à tuer le basque. Pourtant, si on parlait basque dans la rue sous Franco, on allait en prison. Et la République, elle a bien failli le tuer en France, quand même. C'était tellement interdit, voilà, que maintenant, effectivement, on peut apprendre le basque, et il y a une identité forte qui se crée autour de ça. Mais bon, ce qu'on appelle le fascisme de la langue dans le milieu, quoi. Bon, faut toujours se méfier des langues légitimes, institutionnalisées. Je ne sais pas la raison profonde de cette chasse aux langues régionales, je ne la connais pas. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais en tous les cas, c'était la réalité, quoi. Uniformiser la langue, c'est uniformiser la société, c'est uniformiser les façons de penser. Si tu veux ancrer un système politique quel qu'il soit, ça passe par la langue avant tout. Il faut que tout le monde soit sur le même discours, sur la même ligne. Donc ancrer la République, c'est passé par là. C'est passé par le meurtre systématique des patois, de toute la diversité, de tous les particularismes qui auraient pu faire que la République, quand même, c'est peut-être pas un truc. Des identités régionales. Exactement. En effaçant ces identités-là, on pouvait mieux ancrer l'identité nationale, républicaine. Une et indivisible. Exactement, une et indivisible, la fameuse République. Voilà. Donc, faut voir aussi tout ce que ça représente d'intolérance, oui, parfois. D'être indivisible, d'être un. L'un, c'est quand même bon. Bref. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser là. Merci.